Par contre, ce que je peux te dire, peut-être que les gens qui ont dit à Ben Hamouda de laisser la place à Bouteflika ne sont pas forcément les militaires en activité dans l'armée. Ça peut être des anciens. Je pense à Ammi Saleh, puisque Ammi Saleh était président du CCDR, j'en avais parlé, et avec lui, il y avait des militaires. Mais tu connais la position d'Ammi Saleh de Bouteflika quand même. Tu la connais quand même. Je connais la position, elle est claire d'Ammi Saleh de Bouteflika. Oui, il n'est pas le seul. Il y avait aussi avec lui les gens, c'est vrai, les militaires qui étaient dans le CCDR, les quelques militaires que j'ai vus, les anciens militaires, les anciens moudjahidines qui étaient dans le CCDR, ou les anciens militaires, étaient contre Bouteflika. C'est net, je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y avait Ammi Saleh, le commandant Azdin, et il y avait, comment il s'appelle, Senoussi, Hussein Senoussi. Par contre, il y avait d'autres militaires, ou des anciens du Malik. J'ai parlé de Doc, d'Ahoud Qabliya, qui étaient dans le truc et qui, je suis sûr, à cette époque, préparaient le terrain à Bouteflika. Ça, je mettrai ma main au feu. Dès cette époque, il était pour la solution Bouteflika. Lui, probablement, était instruit. Lui, probablement, était initié. Maintenant, il y a les militaires de l'ombre, c'est-à-dire tu as les services. Alors que c'est plus difficile et plus délicat. C'est peut-être eux qui donnent des instructions. Peut-être eux qui donnent des instructions. Je vais m'appuyer sur une chose qui a été reconnue publiquement par l'intéressé. Puisque quand il y a eu un clash, si les gens se souviennent, et toi tu te souviens parce que tu suis de très près les événements, quand il y a eu un clash entre Abdelaziz Bouteflika, président de la République, et un certain Abdelkader Hajjar, tu te souviens? Oui. Suite à la lettre qui avait été écrite. C'est un clash réconciliation, avec beaucoup d'humiliation. Beaucoup d'humiliation parce qu'il y a de quoi être humilié. Il y a des gens qui se prêtent à ça. Mais ce qui est intéressant, que dit Abdelkader Hajjar pour se valoriser? Il dit: je suis le porte-parole des services. Or, Abdelkader Hajjar n'est pas un homme d'uniforme. C'est un membre du bureau politique et du comité central du FLN. Il fait partie de cette catégorie de militaires. Enfin, je ne veux pas dire du tout de militants militarisés. De militants militarisés avec ça. Et j'exclus tout de suite l'hypothèse qui aurait consisté à dire que c'est Abdelkader Hajjar qui aurait poussé Benflis à se dresser contre Bouteflika. Parce que ce n'est pas le cas. Abdelkader Hajjar était plutôt, plus que pour Bouteflika, il était lié à Belkhair. Mais Belkhair a actionné un certain nombre de gens, précisément pour essayer de dire à Benflis de ne pas monter au créneau. Comme ils l'ont fait, sans doute, et ce sont les mêmes qui l'ont fait avec Ben Hamouda. Donc, où je veux en venir? Je veux en venir au fait que les gens qui ont encouragé Ali Benflis à monter au créneau, je crois que ce sont des gens du FLN, appuyés probablement par des militaires. Quels militaires? C'est un point d'interrogation. Alors, on va se poser la question maintenant sur ce FLN. Toi, peux-tu faire la différence entre le FLN en tant qu'appareil, en tant que parti, en tant que façade, en tant que machine, tout ce que tu veux, peux-tu faire la différence entre le FLN et le pouvoir militaire, le FLN et les services? Mais c'est une même famille. C'est une même famille dans la réalité. Maintenant, dans la forme, il y a des différences. C'est pas une même famille. C'est pas une même famille. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que le FLN est souverain.
C'est un parti souverain qui peut aller et décider d'une politique en dehors de... Là aussi, oui. Ça m'étonne. Tu es un homme intelligent. Mhm. Ça m'étonne que tu raisonnes de cette façon. Parce qu'il me semble qu'il y a une chose dont tu ne tiens pas compte, c'est les évolutions conjoncturelles d'un mouvement historique d'une institution comme le FLN. Le FLN n'est pas uniforme, n'est pas, si tu veux, continuellement le même de but en blanc de 1962 à 2011. Il y a des périodes où le FLN a fait de la résistance. Il a été cassé par Boumedi. Les 3 ou 4 congrès du FLN ont été plus que houleux. Il a fallu vider des gens. Il a fallu les menacer. Certains peut-être ont même été trucidés. Il y a des périodes. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on observe. Dans les périodes de crise, qu'est-ce qui se passe dans ce FLN? Qui est qui et qui est pour qui et qui est avec qui? Non, mais ce qui est clair, c'est l'Akhdar. Parce que moi, clairement, je vois le processus en fonction des logiques et en fonction des résultats. Les résultats sont clairs. Le FLN n'a jamais été, ni en tant qu'appareil, ni en tant que parti politique, ni en tant que structure sciemment utilisée comme un moyen, une machine de casse contre l'ensemble des processus nouveaux qui s'installent dans le pays, particulièrement les partis politiques, particulièrement l'opposition et essentiellement les principes de l'alternance. Mais le FLN, il a toujours été l'expression la plus claire de la continuité du régime. Donc maintenant qu'il y ait des différences à l'intérieur, qu'il y ait des noms qui changent et qu'il y ait des figures qui émergent, ça c'est un détail. Explique-moi pourquoi, en 1995, le secrétaire général du FLN entre en opposition par rapport au pouvoir de l'époque et qu'il organise, structure, anime la conférence Saint-Égidio avec Mahri. C'est-à-dire, tu parles de Abdelhamid Mahri, qui lui-même a subi, secrétaire général, qui a subi quoi? Qu'est-ce qu'il a subi? Qu'il a subi? Il a subi un coup d'état scientifique par ses compatriotes, les mêmes membres du FLN qui étaient entre les mains des services, entre les mains du pouvoir militaire, et qui l'ont traité de traître. Il faut se le rappeler. Abdelhamid Mahri de 95, il a agi en tant que, d'abord, ancien secrétaire général, parce qu'il y a eu un redressement contre lui. Il a été chassé du FLN. Et que ce même Abdelhamid Mahri, qui a été toujours entre le marteau et l'enclume, qui prenait toujours la chose du milieu, et il a agi en fonction des résultats d'un processus électoral avorté, pour lequel il n'était pas forcément d'accord, et pour lequel également on n'a jamais vu le FLN s'opposer aux thèses de ceux qui ont fait le coup d'État. Non, parce que c'est important. Non, je ne m'emporte pas parce que... Je vais te donner un deuxième cas. Maintenant... Je vais te donner un deuxième cas. C'est le premier cas. Le deuxième cas, on a voulu invalider un congrès du FLN par une réunion nocturne dans un tribunal, tu comprends, et on a tenté une invalidation qui est un coup d'État juridique cette fois-ci. Parce que... Mais qui est-ce qui l'a fait? C'est l'Akhdar, qui est-ce qui l'a fait? Cette tentative-là, tu parles du coup d'État contre Ali Ben Flis, contre le congrès de Ali Ben Flis. Mais qui est-ce qui l'a fait? Est-ce que ce sont des gens qui sont de l'intérieur du FLN? Ou est-ce que c'est des gens qui ont été actionnés, instrumentalisés par un pouvoir clairement militaire et les services? Les gens qui ont donné un feu vert à ces gens-là ne sont pas nés, ne sont pas de l'intérieur du FLN, ils ne sont pas venus comme ça au sein de la justice pour décider par une décision et ont pris une décision nocturne. Et là, je ne parle pas des nocturnes de Chopin, par une décision nocturne, n'est-ce pas? Excuse-moi, donc il faut appeler un chat un chat. Oui, mais attends. Ces gens-là, qu'ils soient de droite ou de gauche à l'intérieur du FLN, tu le sais très bien, qui ne sortiront jamais des rangs de la continuité tracée par la nature même d'un régime politique. Maintenant qu'il y ait des différences entre personnes, d'accord, c'est normal. C'est pas un problème de personne, c'est un problème de courant à l'intérieur du FLN, c'est pas un problème de personne.
Moi, je vois mal, jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve contraire, et je suis tout à fait preneur, je ne suis qu'un observateur. J'aimerais bien qu'on m'explique et qu'on me donne effectivement des explications qui auraient consisté à dire que le tribunal qui a invalidé le 9e congrès du FLN a été actionné par la casquette. Or, juridiquement, la casquette, théoriquement, n'intervient pas dans des institutions, elle n'intervient probablement pas. Yes. Donc, soit on fait dans l'analyse, où là on suit les logiques institutionnalisées comme présentées par le pouvoir jusqu'à maintenant. Théoriquement, le ministère de l'Intérieur ne devrait même pas intervenir dans les affaires des partis politiques. Oui. Au jour d'aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu sais très bien que c'est le ministère de l'Intérieur qui intervient directement dans les affaires des partis politiques, dans la casse des partis politiques, dans le redressement, entre guillemets, des partis politiques, etc. Nous, à titre intellectuel, on doit échapper aux mécanismes déjà mis en place par le pouvoir dans sa façon de gouverner ou dans sa façon de gérer. Il est nécessaire de dévoiler justement, de dévoiler ces mécanismes et de les mettre à nu. Cela, moi je t'ai posé la question, il voudrait bien qu'on revienne au sujet. C'est Ali Ben Fliss, question. Pouvait-il agir s'il n'était pas soutenu contre Bouteflika? Souhait. Le FLN pouvait-il agir pour le compte de Ben Fliss s'il n'était pas soutenu, ou du moins une partie du FLN soutenue pour le compte de Ben Fliss? Est-ce que ça peut se faire comme ça librement? Est-ce que le FLN et Ali Ben Fliss, comme l'ensemble des partis politiques en Algérie, est-ce qu'ils sont suffisamment libres pour agir comme leur dictent les résolutions de leur parti ou la volonté de leurs militants? Et pas que ça, il faut savoir, il faut analyser les mouvements d'opinion, d'humeur dans un mouvement comme le FLN qui, dès 2000, quand Bouteflika a commencé à faire ses tournées en Europe et qu'il a commencé à faire les bousbousades à droite et à gauche, y compris quand il a pris dans ses bras Enrico Macias. Ça a été la levée de bouclier. Ça a été la levée de bouclier de la plupart des gens, comme il y a eu une levée de bouclier contre Chadli Benjdid en 1981, quand il est parti en France se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Il faut tenir compte. Qu'est-ce que tu veux dire par levée de bouclier? Il y avait plus qu'une humeur. Et il y avait une véritable hymne, il y avait une véritable protestation. Ça. Est-ce que je peux t'arrêter sur ça? C'est très important. Celui qui a réagi le premier contre l'attitude bouteflikieste, ou la bouteflikienne, ou bouteflikiste, lorsqu'il a rencontré Enrico Macias, c'est Belkhad. Oui. Qui est ce Belkhad? Qu'est-ce qu'il est devenu dans le parcours politique de Bouteflika? D'accord, mais c'est lui qui a, au nom de l'arabisme, oui, au nom de l'islamisme, oui, au nom de l'algérianisme, oui, au nom d'un chauvinisme, oui, je ne sais pas quoi, oui, c'est lui qui s'est présenté comme le chantre d'une opposition farouche contre un rapprochement ou contre une invitation officielle de ce même Enrico. Ah, c'est ça. Tu es en train d'apporter de l'eau à mon moulin. Non, je n'oublierai pas. Mais qu'est-ce qui est devenu ce monsieur avec Bouteflika? Il est toujours le même. Mais il n'est pas le même. Il n'est pas le même, c'est lui qui sait. Il est constant, il est même devenu le porte-parole de Bouteflika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a toujours roulé pour Bouteflika, qu'il a toujours exprimé ce que Bouteflika ne pouvait pas, dans une certaine conjoncture, dire, parce que Bouteflika a un double discours. Il a toujours eu un double discours. Or, à l'époque, l'entourage, en 2000, nous sommes en 2000, l'entourage de Bouteflika, les gens qui l'ont amené, ils étaient caractérisés comme étant des éradicateurs. Ce sont des continuateurs de 92. Tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord... Non, c'est clair. Ça. Or... Mais tu peux les nommer, hein? Ben, c'est connu. Les gens. C'est Belkher, Nazar et consorts. Bon. Ce sont ceux-là qui ont amené Bouteflika. Or... Toufik. Oui, Touati, à l'époque.
Donc, ces gens-là tenaient encore Bouteflika en main en 2001. Ils le tenaient encore en main. Et peut-être, probablement, qu'ils voyaient d'un bon œil le fait que Bouteflika essaye de travailler en direction de l'ancienne puissance coloniale pour essayer de réduire la tension qui existait entre l'Algérie et la France. C'était bon. Il ne faut pas oublier que les tensions ont été portées au summum et au maximum avec les prises de position françaises quand il a été question de dire les islamistes ont porté les élections, il faut les laisser gouverner. C'est comme ça que ça a commencé, le clash entre l'institution militaire algérienne, qu'on appelait autrefois les DAF, puisqu'elle est dirigée plus ou moins par ces DAF, comme tu les appelles, et la France. Bouteflika, lui, sait qu'il est prisonnier pendant un certain temps de cette caste militaire qu'il a ramenée. Mais il lui faut quelqu'un qui va développer le discours autre, qui sont ses idées à lui, mais parlées par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, tout ce qui concerne le discours fondamentaliste, conservateur, rétrograde de Bouteflika, sort par la bouche de Belkhadim. C'est-à-dire, lui, il embrasse Enrico Macias, mais il demande à Belkhadim de dire le contraire. Bon, excusez-moi, mais bon, ça relève de la politique fiction. Mais ça relève de la politique fiction. Parce que je n'y crois pas. Parce que si tu me dis qu'il y a de la pression, si tu me dis qu'il y a des intérêts communs, si tu me dis qu'il y a de la manipulation, si tu me dis que Bouteflika a tout fait pour écraser ces gens-là, il a utilisé tous les moyens en sa possession, les Belkhadim et les autres, pour les mettre à son service. Si tu me le dis de cette façon, je pourrais l'accepter. Mais si tu me dis que Bouteflika, il joue un double jeu avec ces gens-là pour juste leur exprimer son opinion conservatrice ou autre, je ne sais pas quoi, moi je trouve que Bouteflika l'a suffisamment exprimé lui-même. Lui-même, publiquement, il l'a suffisamment exprimé, il n'a pas besoin de porte-parole. Ça dépend à quelle époque. Au début de l'année 99, je ne sais pas si tu te souviens, l'année 99-2000, il était champion de la démocratie, il était les républicains, il était la modernité, il était l'ouverture, il était la décontraction, laisser les gens vivre, laisser les gens parler leur langue, les langues qu'ils veulent, etc. Exactement. Exactement, il n'avait pas besoin d'un porte-parole. Non, mais l'autre aspect, le Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est le cas de le dire. Et on est dans ce cas de figure. C'est ça qui est intéressant. On est dans